Voilà. Pourquoi t'as tout retiré? Bah non, mais il paraît que les posters que j'ai derrière moi ne me rendent pas crédible, donc je les retire comme ça aujourd'hui, ce que je vais dire, ça va être crédible. Ça n'a rien à voir avec ta crédibilité. Oui, je sais, oui. Mais bon, et comme ça. Bref, salut les fans, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo que je consacrerai à Leaving Neverland. Car si vous êtes un tant soit peu informé, vous êtes sans doute au courant que ces dernières semaines, beaucoup de personnes ont fait un gros travail de recherche pour mettre à jour certaines incohérences flagrantes. Et j'en ai retenu 3 qui n'étaient pas dans ma première vidéo et qui sont pourtant très révélatrices du scepticisme que nous pouvons désormais avoir envers Leaving Neverland. Alors bien sûr, je vois déjà poindre les commentaires me disant « c'est dégueulasse, tu remets en cause la parole de victime et c'est déjà suffisamment traumatisant pour elle de parler, et même s'il y a des erreurs dans les faits ou dans les dates, on ne doit pas remettre en question la totalité de leur témoignage ». Ce à quoi je répondrai qu'une série d'incohérences et d'erreurs doit au moins nous amener à relativiser la parole de ces deux accusateurs et aussi nous amener à creuser un peu plus pour voir s'il n'y a pas d'autres éléments troublants. Et les 3 éléments que je vais vous présenter aujourd'hui sont plutôt troublants. Alors, peu importe votre état d'esprit ou l'opinion que vous avez à propos de cette affaire, laissez-moi juste vous exposer ces 3 faits troublants et après vous forgerez votre propre opinion et vous jugerez si vous devez toujours accorder autant de crédibilité à la parole de James Safechuck et Wade Robson. C'est sans doute un des éléments les plus repris sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, car effectivement dans Leaving Neverland, James Safechuck déclare à un moment « À la gare, il y avait une pièce à l'étage. Nous y avions également des relations sexuelles. » Derrière cette phrase anodine, si on la remet évidemment dans le contexte du film, James Safechuck venait en fait de contredire ses propres déclarations sous serment. Car durant ses dépositions devant le tribunal de Los Angeles comme dans le film Leaving Neverland, Safechuck expliquait avoir subi des abus sexuels de la part de Michael Jackson de juin 1988 à 1992. Il expliquait dans le film qu'à partir de cette année, Michael l'avait délaissé au profit de Brett Barnes, qui a d'ailleurs démenti avoir subi quoi que ce soit, mais je ne vais pas revenir dessus, je l'avais déjà abordé dans ma précédente vidéo. Et certaines personnes ont commencé à douter que cela ait pu se passer dans la gare, car la gare de Neverland avait semble-t-il été construite après 1992, donc après l'arrêt des prétendus abus. Certains journaux anglais ont d'ailleurs repris cette information et ont commencé à démonter le fait que la gare avait été construite après 1992 en s'appuyant notamment sur le livre de Bill Whitefield, un ex-garde du corps de Michael Jackson, et dans lequel il expliquait que Neverland avait ouvert ses portes en 1990 et dans la description de Neverland, il mentionnait l'existence d'une gare. Un autre livre écrit par Randall Sullivan mentionnait également l'existence de la gare en 1990. Les articles expliquaient donc que Safechuck avait raison car cette gare existait en 1990, donc en plein dans la date des prétendus abus dont il aurait été victime. Mais certaines personnes confirmaient bien que la gare de Neverland n'existait pas durant cette période et sont allées chercher des preuves. Et dans les recherches effectuées notamment par Mike Smallcombe, il est apparu que la gare de Neverland dont parlait Safechuck n'a commencé à être construite que vers la fin de l'année 1993 et a même été terminée en 1994. En effet, il était allé directement chercher les plans de la gare présentés aux autorités de Santa Ynez, où se situe le ranch, et sur lesquels figure le tampon d'acceptation de la construction datant de septembre 1993. Il a également démontré qu'en décembre 1993, la gare était encore loin d'être terminée, comme le montre cette vue aérienne du chantier. Je me suis moi-même renseigné auprès du concepteur des installations sonores de Neverland qui m'a confirmé la même chose. La gare n'a commencé à être construite que vers la fin de l'année 1993 et a été achevée en 1994. De plus, Bill Whitefield, dont le livre a été cité comme une preuve de l'existence de cette gare en 1990, a expliqué sur Twitter que sa description a été mal comprise et qu'il n'avait jamais dit que la gare existait en 1990. Il avait simplement expliqué que Neverland avait ouvert ses portes en 1990 et à cela il avait ajouté plusieurs paragraphes plus loin une description de la propriété telle qu'il avait connue à son arrivée au service de Michael Jackson en 2006.
Et concernant l'autre source, à savoir le livre de Randall Sullivan, les crédits de son livre indiquent qu'il a effectué la description de Neverland sur la base de la vidéo tournée par les services du shérif de Santa Barbara datant de 2003 lors de la perquisition. Donc effectivement, en 2003, la gare existait, pas en 1990. Certains détracteurs ont expliqué que Safechuck s'était peut-être simplement trompé avec d'autres gares de la propriété, car effectivement il existe bien d'autres gares à Neverland, mais il s'agit simplement de quais, de simples quais d'embarquement, sans étage. Donc Safechuck n'a pas pu confondre avec d'autres gares de la propriété, car seule la gare principale comportait un étage, ce dont Safechuck mentionne bien dans son commentaire. Il a également été avancé l'argument selon lequel Safechuck avait peut-être simplement confondu avec le hangar où étaient stockés les trains, mais ce hangar ne comportait pas d'étage. D'autant plus que Dan Reed a expliqué que les photos qui ont servi à illustrer cette micro-séquence dans laquelle James Safechuck dit avoir été abusé dans la gare de Neverland ont été fournis par James Safechuck lui-même, donc aucun doute possible sur l'endroit auquel Safechuck faisait référence. Donc il parlait bien de la gare qui a fini d'être construite en 1994, date à laquelle James Safechuck avait 16 ans. Donc 2 ans après l'arrêt des prétendus abus dont il aurait été victime et dont il avait déclaré au tribunal avoir subi jusqu'à l'âge de 14 ans. Interpellé sur Twitter de cette incohérence, Dan Reed a expliqué que cela ne remettait pas en cause le témoignage de James Safechuck et qu'il s'était simplement trompé dans la date de l'arrêt des prétendus abus. Ouais, il semble ne pas y avoir de doute à propos de la date de la gare. La date qui est fausse, c'est celle de la fin des abus. Et pourtant, Dan Reed avait déclaré lui-même dans une interview accordée à QWERTY le 4 mars 2019 « Il aimait les garçons prépubères et il a eu des relations sexuelles avec Wade et James jusqu'à l'âge de 14 ans environ. Au-delà, je n'ai jamais entendu parler d'une victime âgée de plus de 14 ans. » Et le dernier point qui interpelle, c'est que cette micro-séquence a depuis été supprimée du documentaire. Elle n'est en fait visible que dans la version diffusée sur HBO. Si bien que dans la version diffusée en France sur M6, cette micro-séquence avait disparu. Et beaucoup se posent la question de savoir pourquoi cette micro-séquence, si elle ne remet rien en cause selon le réalisateur, a-t-elle été supprimée du film ? Dans un passage de Living Neverland, Wade Robson parle du premier week-end qu'il a passé à Neverland en compagnie de sa famille. Il explique comment il s'est senti très bien dans cet endroit et comment la compagnie de Michael Jackson était quelque chose d'extraordinaire pour un enfant comme lui. Si bien qu'à la fin du week-end, quand la famille de Robson devait prendre congé de Michael et partir pendant une semaine à la visite du Grand Canyon, eh bien Michael Jackson aurait proposé à Wade de rester avec lui à Neverland pendant cette semaine. Sa mère explique dans le documentaire qu'elle a accepté et donc toute la famille est partie le lendemain pour visiter le Grand Canyon pendant une semaine, laissant Wade seul avec Michael, et ce dernier aurait commencé ses rapprochements physiques. Et pourtant, la mère de Wade Robson a déclaré exactement le contraire sous serment. En 1993, la mère de Wade Robson a été interrogée par les enquêteurs, et ces derniers sont revenus sur le premier week-end qu'ils ont passé à Neverland en 1990. Nous sommes allés visiter le Grand Canyon et nous sommes revenus au ranch le week-end suivant. Quand vous dites que vous êtes allé au Grand Canyon, votre famille est allée au Grand Canyon ou Monsieur Jackson vous a accompagné ? Non, excusez-moi, ma famille. Joy Robson ne mentionne pas le fait que Wade était resté seul avec Michael Jackson lors de leur première visite en janvier 90. Plus loin dans cet interrogatoire, il a été établi que Wade est allé seul à Neverland en 1993. Les enquêteurs lui ont alors demandé si avant 1993, Wade était déjà resté seul avec Michael à Neverland, et sa réponse a été très claire. Jamais. Mon fils n'a jamais été au ranch sans moi avant cette année. Évidemment, les Jackson sceptiques pourront dire qu'en 1993, Joy Robson a été payée pour dire ça, bien qu'elle n'a jamais mentionné dans Living Neverland ou même dans ses déclarations sous serment avoir été payée pour dire quoi que ce soit aux enquêteurs. Mais elle a répété en substance les mêmes propos devant un tribunal en 2016 dans le cadre de la plainte de son fils. J'ai cru comprendre que vous êtes resté 2 week-ends à Neverland durant ce voyage, c'est exact ? Oui. Et entre-temps, vous et vos enfants et votre mari et vos parents, tous sont allés faire un voyage au Grand Canyon. Oui. Puis vous êtes revenus après que toute la famille soit partie. Oui. Et vous avez à nouveau passé 2 nuits. À Neverland, oui. Là encore, aucune mention du fait que Wade était resté seul avec Michael pendant que la famille était partie visiter le Grand Canyon. Alors, certains s'interrogent sur cet épisode car Joy Robson n'a jamais mentionné devant un tribunal avoir laissé son fils seul avec Michael durant cette fameuse semaine. Et pire, elle avait déclaré en 1993 ne jamais avoir laissé son fils seul à Neverland avant l'année 1993, remettant donc directement en question
le récit mentionné dans Leaving Neverland. Un des arguments du réalisateur pour appuyer la force de son documentaire a été d'expliquer que le discours de Wade Robson et James F. Chuck était similaire, notamment dans leur manière de décrire un Michael Jackson qui cherchait à les séduire. C'est aussi ce qui ressortait dans les commentaires de ma précédente vidéo, à savoir que le discours de Wade et James semblait crédible car ils avaient la même manière de décrire les événements sans que ces derniers ne se soient rencontrés et avaient donc pu coordonner leur discours. Et Dan Reed expliquait également que le tournage s'était fait dans 2 endroits séparés et James et Wade n'avaient pas eu de contact. Si bien que selon Dan Reed, Wade Robson et James F. Chuck ne se sont jamais rencontrés à l'âge adulte avant la première diffusion au festival Sundance en janvier 2019. Voici d'ailleurs ce qu'ils répondaient dans une interview. Oui, donc ils n'ont pas pu échanger leurs histoires. C'est à Sundance qu'ils se sont rencontrés pour la première fois en tant qu'adultes. C'est la première fois qu'ils ont passé un vrai moment ensemble. Ah. Voici l'extrait d'une déposition de Wade Robson sous serment. Quand avez-vous parlé pour la dernière fois à James F. Chuck ? Je crois que la dernière fois que nous nous sommes parlé, c'était au début 2014. De quoi avez-vous parlé ? Objection, dans la mesure où c'était une communication avocat-client. Donc si c'était une conversation avec avocat, je vous demande de ne pas répondre. Donc l'avocat de Wade Robson, Maître Finaldi, qui était par ailleurs le même avocat que James F. Chuck, venait en fait de confirmer qu'une conversation entre Wade Robson, James F. Chuck et lui-même a eu lieu au début de l'année 2014, soit quelques mois après la plainte de Robson et avant celle de James F. Chuck. Cela contredit donc l'argument de Dan Reed qui expliquait que ces 2 personnes n'étaient jamais entrées en contact à l'âge adulte et que leurs témoignages n'avaient donc pas pu être coordonnés. Évidemment, on ne sait pas ce que fut la teneur de cette conversation, ni combien de temps elle a duré, ni s'il y a eu d'autres conversations ou rencontres avant ça. Mais il est évident que l'argument selon lequel il n'y a pas eu d'occasion pour eux de se parler et d'échanger leurs histoires avant le film est de toute évidence non recevable, car on sait désormais qu'il y a eu au moins une occasion début 2014 avec leur avocat. Évidemment, on pourra toujours dire que rien ne prouve qu'ils ont parlé de l'affaire et de leurs témoignages. Ça, c'est à vous de juger. Je voulais juste terminer en disant que le célèbre mouvement MeToo et ses vertus sur la libération de la parole semblent avoir à contrario renforcé l'idée selon laquelle le témoignage d'une supposée victime ne peut pas et ne doit pas être remis en question, sous peine de se prendre en pleine figure un procès d'intention visant à vous coller l'étiquette d'une complaisance envers les crimes sexuels. Comme c'est commode. Et on tient là un vrai sujet de société, à savoir la parole d'une personne qui se déclare comme victime est-elle toujours vraie ? Non seulement cette idée est dangereuse, mais en plus elle balaye du revers de la main la présomption d'innocence que notre société qui bascule de plus en plus dans une immédiateté de l'information et de sa digestion semble n'avoir aucun problème à oublier. Il est donc bien difficile aujourd'hui d'interpeller sur ces déviances collectives tant elles génèrent des réactions disproportionnées, voire même parfois irraisonnées. Et pourtant, dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on est précisément dans un cas d'école, avec la diffusion d'un documentaire qui a suscité énormément de réactions et d'émotions collectives, et qui a entraîné une chasse aux sorcières de personnes qui vous expliquent aujourd'hui ce qui est moralement acceptable d'écouter ou de regarder. Et pourtant, on se rend compte aujourd'hui que les 2 protagonistes ont peut-être, je dirais même sans doute, inventé certains faits relatés dans Leaving Neverland. Et à partir de ce moment-là, quelle preuve avons-nous que leur récit est crédible à 100% ? Et si ce n'est pas le cas, quelle preuve avons-nous que, hormis les incohérences et les erreurs que je vous ai montrées dans ces 2 vidéos, le reste de leur récit est fiable ? Je vous laisse vous forger votre propre opinion. Libre à vous de penser ce que vous voulez, mais en tout cas, je voulais aujourd'hui vous présenter les 3 faits qui me semblent importants d'évoquer concernant la crédibilité de ce documentaire, des 2 protagonistes, voire même du réalisateur de Leaving Neverland. Merci pour votre fidélité d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, ciao.